Bonjour à tous, nous allons voir donc aujourd'hui l'appareil ventilatoire et la ventilation. Comme plan, donc, nous allons voir dans un premier temps, nous allons décrire l'appareil ventilatoire en parlant d'abord des voies aériennes supérieures, puis des voies aériennes inférieures. Nous verrons ensuite la mécanique ventilatoire, puis la régulation de la ventilation, et enfin, rapidement, les modifications de la ventilation à l'effort. Sur un schéma général tout d'abord, l'appareil ventilatoire, en fait, comprend, comme on le voit sur l'écran, d'abord les fosses nasales avec la bouche, l'air va suivre donc le cheminement des fosses nasales, de la bouche pour arriver dans les voies aérodigestives supérieures. De là, il va poursuivre son chemin dans les voies aériennes inférieures par la trachée, où il va être dispatché dans les deux poumons, le gauche et le droit, par l'intermédiaire des bronches. De manière un petit peu plus précise, les voies aériennes supérieures, donc tout ce qui est tout en haut, on retrouve ici les fosses nasales. L'air est dirigé par ces fosses nasales vers l'arrière. Il peut passer par la bouche ici pour aller dans ce qu'on appelle le carrefour aérodigestif supérieur, qui comprend l'œsophage en arrière et la trachée en avant. Dans cet ensemble ici, on a l'abouchement de la trompe d'Eustache en arrière, dans le pharynx, dans une zone qu'on appelle le cavum. Et puis les sinus qui vont communiquer avec les fosses nasales par des conduits très fins. Les fosses nasales, leur rôle, c'est essentiellement de diriger l'air. Ces fosses nasales vont être recouvertes d'une muqueuse très richement vascularisée et recouvertes de cils qui vont permettre de repousser les poussières en arrière. Elle sécrète du mucus, qui est un liquide visqueux, dont on verra après le rôle. Donc cette muqueuse, elle va filtrer, on a vu, la poussière de l'air. Elle transporte le mucus qui a été sécrété et cette poussière vers l'arrière de la cavité nasale et donc vers le pharynx pour y être ensuite avalée. Cette muqueuse a un rôle important dans l'olfaction. Et enfin, le mucus permet donc à tout cet ensemble de rester bien humide. Par ailleurs, sous cette muqueuse, il y a un réseau important de vaisseaux qui permet à cette muqueuse de garder une certaine chaleur. Enfin, le mucus lui-même a un rôle anti-infectieux en luttant contre les virus et les bactéries. Donc, par cette muqueuse, l'air va être réchauffé, il va être humidifié. Il y a des cavités donc, au niveau de la face qui communiquent avec les voies aériennes supérieures. Il y a les sinus d'une part, on a vu, mais aussi les fosses nasales qui dirigent le flux aérien, qui surtout limitent son débit. En effet, si on respire que par la bouche, le débit est beaucoup plus important, et ce qui fait que le réchauffement et l'humidification de l'air qui devrait avoir lieu plutôt dans les voies aériennes supérieures va avoir lieu plus loin, dans les voies aériennes inférieures. D'autre part, il n'y a plus l'accès, il n'y a plus la barrière faite par les petits cils qui permettait de repousser la poussière, en tout cas de la retenir. En plongée, c'est bien le problème, puisque la respiration est uniquement buccale. Donc le réchauffement et l'humidification de l'air vont obligatoirement avoir lieu plus bas. Comme on respire en plus un air sec et froid, il y a donc une perte de chaleur et une déshydratation qui sont non négligeables en plongée. D'autre part, en pathologie, cette muqueuse des sinus peut être le siège d'infection. Elle va à ce moment-là augmenter de volume, se gonfler un peu, sécréter plus de mucus, et ce qui risque d'entraîner une certaine obstruction de communications avec l'air ambiant. Ça entraîne un risque de sinusite dans les cavités qui sont derrière. La muqueuse nasale, la trompe d'Eustache, peut elle aussi être le siège d'infection ou d'inflammation. Et à ce moment-là, en augmentant de volume, en se congestionnant, elle risque d'obstruer la trompe d'Eustache, ce qui risque d'entraîner des problèmes d'équilibration des oreilles. Cet air, une fois qu'il a été conditionné dans les voies aériennes supérieures, il arrive dans la trachée. La trachée, c'est un tuyau annelé qui est situé devant l'œsophage. Là aussi, il est recouvert à l'intérieur d'une muqueuse tapissée de cils, qui permet là au contraire de faire remonter les poussières vers le haut. Quand cette muqueuse est très irritée,
Elle déclenche le réflexe de toux qui, en augmentant la pression intrathoracique, permet de repousser encore mieux les poussières vers le haut. Cette trachée, elle descend dans le thorax, elle va se ramifier en diminuant de calibre. Elle va d'abord donner 2 bronches principales qu'on appelle les bronches souches, une droite, une gauche, qui vont chacune pénétrer dans un poumon. Ces bronches souches vont ensuite se diviser en bronchioles, qu'on appelle donc les bronches lobaires, puis segmentaires, pour arriver aux bronchioles terminales, en fait, pour aller atteindre toutes les parties du poumon. L'endroit où pénètrent les bronches, elles sont à ce moment-là accompagnées des vaisseaux bronchiques et des artères et veines pulmonaires. Ça s'appelle le hile. Chaque poumon, comme on peut le retrouver ici, est séparé par le médiastin, comme on l'a vu quand on a traité le cœur. Ici, on reconnaît donc la trachée en bas qui se sépare dans les 2 bronches souches, qui va se diviser en plein de petites bronchioles. Voilà. Il y a donc un poumon droit et un poumon gauche. L'arbre bronchique, j'ai trouvé cette image sur le site de l'Université de Laval pour vous montrer les nombreuses divisions possibles de toutes ces bronches. Et ça ressemble bien à un arbre à l'envers. Tout au bout de ces bronchioles se trouvent les alvéoles. Donc ce sont des petits sacs, finalement, qui sont regroupés un peu comme des grappes de raisin. Les alvéoles, ils sont très nombreux. Ce sont des sacs minuscules qui sont situés tout aux extrémités de l'arbre bronchique. Chaque sac alvéolaire regroupe en fait une dizaine d'alvéoles. C'est à cet endroit-là qu'ont lieu les échanges, c'est-à-dire que toute la surface qui est au-dessus, qui comprend les bronchioles jusqu'aux voies aériennes supérieures, représente un espace qui ne participe absolument pas aux échanges gazeux. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'appelle l'espace mort anatomique. Et donc l'espace utile, l'espace où vont avoir lieu les échanges, au repos, ça représente environ 75 mètres carrés chez un adulte de taille normale. Et ça peut monter pour aller fort jusqu'à 200 mètres carrés. Au maximum. 200 mètres carrés, approximativement, c'est la taille d'un terrain de tennis, pour avoir une idée. Ce lieu d'échange, on va retrouver ici, il va avoir lieu à travers la membrane alvéolo-capillaire. On retrouve ici le capillaire ici vu en coupe, un alvéole ici vu en coupe, et la membrane ici, elle est située entre les deux. Donc cette membrane, elle est très fine, c'est normal puisqu'il faut que les gaz puissent passer dans les 2 sens. Alors le capillaire, on l'a vu. Voilà, donc on a représenté ici l'oxygène qui passe de l'alvéole dans le sang et le gaz carbonique qui passe à l'inverse du sang dans l'alvéole pour détoxifier le sang. Dans ces sacs alvéolaires, dans ces alvéoles, on retrouve des cellules qui vont sécréter un liquide qu'on appelle le surfactant, dont on va reparler juste après, et puis des macrophages qui permettent de lutter contre les infections. Ces alvéoles ont une limite d'élasticité. Elles ne peuvent pas supporter une variation de pression supérieure à l'équivalent de la variation de pression qu'on retrouve entre la surface et 3 à 4 mètres d'eau au maximum, et ceci chez l'adulte. Autrement, la membrane risque de se rompre et donc entraîner un certain nombre de désordres qu'on appelle la surpression pulmonaire. Le surfactant, donc, c'est un film liquidien qu'on trouve dans les alvéoles, qui tapisse en fait l'alvéole ici et qui permet à l'alvéole de ne pas se refermer quand l'air s'en va, quand l'air repart. L'air y rentre pour ressortir. Au moment où il ressort, s'il n'y avait pas ce surfactant, l'alvéole aurait tendance à se replier sur elle-même. Ce surfactant risque d'être abîmé en cas de noyade, puisqu'il risque d'y avoir de l'eau de mer ou de l'eau de piscine qui rentre jusqu'à ce niveau-là. Et ça va empêcher donc un fonctionnement correct de la ventilation. Autour de ces poumons, on retrouve une membrane qu'on appelle la plèvre. C'est comme un sac, comme un ballon de baudruche en fait, avec 2 feuillets. Un feuillet collé sur la paroi du thorax, qu'on appelle le feuillet pariétal, et qui est fixé donc à cette paroi par des ligaments, et un feuillet qui est fixé sur le poumon, qu'on appelle le feuillet viscéral. Entre ces deux feuillets, pour qu'ils puissent glisser l'un contre l'autre, il y a du liquide.
Et puis pour qu'ils restent fixés l'un avec l'autre, qu'ils soient solidaires l'un de l'autre, en fait, il y a une dépression qui règne d'environ moins 30 cm d'eau. C'est grâce à cette dépression, en fait, que, le poumon peut suivre les déplacements de la cage thoracique. Puisque le feuillet pariétal va le suivre, le feuillet viscéral reste collé contre le feuillet pariétal et il entraîne le poumon à sa suite. Donc, ce qui pose un problème quand il y a une entrée d'air dans ce feuillet pariétal, ce qu'on appelle un pneumothorax. Par exemple, quand il y a une perforation de la cage thoracique, soit par un coup de couteau, ce qu'on a représenté ici, avec une entrée d'air dans ce feuillet, ce qui fait disparaître la dépression pleurale, et le poumon va avoir tendance à se rétracter, ce qu'on retrouve ici. Voilà, ce qu'on a représenté, voilà, la plaie pariétale, la plaie viscérale, et l'affaissement du poumon qu'on peut retrouver ici, sur un schématisé, avec un poumon normal à droite, et le poumon qui peut être complètement affaissé, puisque plus rien ne le retient à la paroi, à gauche. C'est ce qui peut arriver en cas de surpression pulmonaire, quand l'air, plutôt que de venir de l'extérieur, il peut aussi venir de l'intérieur. Les parois thoraciques, donc les parois sur les côtés, c'est les côtes qui sont réunies entre elles par le sternum devant et par la colonne vertébrale en arrière. Tout ça, tout est mobilisé grâce aux muscles intercostaux sur les côtés, et puis sur la paroi inférieure, grâce aux muscles qui constituent à lui tout seul cette paroi qu'on appelle le diaphragme. Le cœur et les poumons reposent sur ce muscle. Alors, qu'est-ce qui se passe à l'inspiration? Les phénomènes mécaniques. En fait, c'est le diaphragme qui va se contracter. C'est le muscle inspirateur principal. Il agit pratiquement à lui tout seul. Il est malgré tout aidé par les muscles inspiratoires accessoires. Les muscles inspiratoires accessoires, ici qu'on retrouve tout du long les muscles intercostaux. Et puis là-haut, on a les scalènes tout en haut, et puis d'autres muscles ici. C'est quand même le diaphragme qui agit de la manière la plus importante. Quand il se contracte, en fait, il va s'abaisser. En s'abaissant, il va aussi écarter, où est-ce que je suis là, écarter les parois thoraciques. Et donc, il va augmenter finalement tous les diamètres de la cage thoracique. Que ce soit le diamètre vertical, que ce soit le diamètre transversal sur les côtés, ou le diamètre antéro-postérieur. Cette augmentation de volume du thorax va entraîner une dépression au niveau dans les bronches, dans les alvéoles, et c'est ça qui va permettre à l'air de rentrer dans les bronches. À l'état normal, à l'air, il y a des résistances très très faibles au déplacement de l'air. C'est ce qui permet que de minimes différences de pression permettent de faire déplacer de grandes quantités d'air. À l'expiration, c'est l'inverse. Par contre, c'est une phase qu'on dit passive. C'est l'élasticité thoraco-pulmonaire qui va toute seule rejeter en fait l'air. Le diaphragme va se relâcher, il va remonter, les parois latérales donc, vont se rapprocher, et en fait, les poumons étant comprimés, l'air va être expulsé. On peut rendre active cette expiration en faisant agir là, à ce moment-là les muscles abdominaux. Et on va refouler, quand on va expirer, les muscles abdominaux dans l'abdomen. Ce qui va faire remonter le diaphragme et qui va donc augmenter son action. C'est ce qu'on peut voir sur une radiographie. On retrouve à gauche une radiographie à l'inspiration, où il y a une grande quantité d'air. L'air, c'est tout ce qui est en noir, puisque les radios, en général, ne sont pas développées, donc ce sont des négatifs. Et qu'on voit de chaque côté. Et en blanc, ici, on retrouve le cœur dans le médiastin qui repose sur le diaphragme qui est ici, qui limite entre la cavité thoracique et la cavité abdominale. Ici, à l'expiration, on voit que les parois du thorax se sont rapprochées les unes des autres. Le volume est moins important. Alors, on retrouve sur cette animation les phénomènes mécaniques de la ventilation. Donc on retrouve ici le diaphragme qui remonte à l'inspiration et qui descend par contre. Le diaphragme donc, qui descend à l'inspiration et qui remonte à l'expiration quand il se relâche.
les parois thoraciques de la même façon, à l'inspiration qui s'écarte et qui se rapproche après du centre à l'expiration. Et à chaque fois, donc, l'air qui arrive plutôt pour amener de l'oxygène pendant l'inspiration et qui rejette plutôt le CO2 à l'expiration. Donc, on peut mesurer les volumes pulmonaires sur une respiration dans l'air grâce à un appareil qu'on appelle le pyromètre. Et ce qu'on retrouve ici, donc on mesure des volumes. On appelle ici, si on fait une inspiration normale suivie d'une expiration normale, c'est ce qu'on appelle le volume courant, qu'on mesure à 0,5 litres chez l'adulte de taille moyenne. Si on fait derrière une inspiration maximum, on va augmenter donc ce volume, c'est ce qu'on appelle le volume de réserve inspiratoire. Il est en général égal à 2,5 litres. S'il s'ensuit une expiration à la suite de cette inspiration maximale, une inspiration normale, mais qu'on fait suivre d'une expiration maximum, on peut mesurer à ce moment-là ce qu'on appelle le volume de réserve expiratoire. Et on revient ici avec donc le volume courant ici qui correspond donc à 0,5 litres. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une partie de l'air qu'on inspire qui ne participe pas aux échanges. Cet espace mort anatomique, il est compris dans le volume courant ici. Il vaut à peu près 0,15 litres. Ces volumes, si on additionne donc le volume de réserve inspiratoire, le volume courant et le volume de réserve expiratoire, c'est ce qu'on appelle la capacité vitale. C'est ce qui sert à se ventiler en permanence. Quand on a fait une expiration complète, il reste tout au fond des poumons, il reste dans les poumons encore une certaine quantité d'air qu'on n'arrive pas à expirer. Cette quantité d'air, on l'appelle le volume résiduel. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le volume courant, donc l'air qu'on va inspirer, finalement, il faut retenir dedans qu'on va inspirer à chaque fois que 0,350 litres, puisqu'il faut déduire du volume courant l'espace mort, va se mélanger chaque fois dans ce volume résiduel additionné du volume de réserve expiratoire. Et cette somme-là, ça s'appelle la capacité résiduelle fonctionnelle, la CRF. Ainsi, si on modifie, si on modifie donc le volume, un volume quelconque du volume courant ou de la CRF, on se rend compte que la composition de l'air, à ce moment-là, va être différente. La position d'équilibre de la ventilation, elle est en fait à la fin de l'expiration, puisque il faut faire un effort pour inspirer et que c'est les forces élastiques toutes seules qui permettent aux poumons de retrouver sa position de base ou position d'équilibre. La capacité résiduelle fonctionnelle, donc, elle représente à peu près 6 fois le volume courant et ça a été mesuré, c'est environ 17 fois le volume d'air renouvelé. C'est ce qui permet, quand on maintient une ventilation toujours constante, toujours le même volume courant, d'avoir un contenu, une composition de l'air alvéolaire qui est à peu près constante. Sinon, ce ne serait pas vivable, puisque on risquerait d'avoir des moments où il y a beaucoup d'oxygène dans les alvéoles et des moments où il y a surtout du gaz carbonique. Il vaut mieux que ça reste plutôt constant, puisque le sang, lui, vient faire les échanges de manière constante et permanente et continue. Donc le débit alvéolaire, c'est en fait la quantité d'air qui arrive jusqu'aux alvéoles pendant 1 minute. C'est facile à mesurer. On mesure la quantité d'air qui rentre dans les alvéoles et on mesure qui rentre par la bouche ou qui ressort et on multiplie par la fréquence respiratoire. Il faut déduire de ce volume courant, le VC ou VT ici, de ce volume courant l'espace mort anatomique, le volume mort en fait, et on retrouve donc, ça permet de calculer la ventilation efficace. Si on veut améliorer les échanges, il faut donc améliorer cette ventilation alvéolaire. Donc soit on augmente la fréquence respiratoire, soit on augmente la part relative d'air renouvelé, c'est-à-dire on diminue l'espace mort, mais il est anatomique, c'est difficile. On augmente à ce moment-là le volume courant. Et il vaut mieux l'augmenter aux dépens de la CRF, la capacité résiduelle fonctionnelle, puisqu'on amènera plus d'air renouvelé dans une quantité plus faible.
Alors, juste quelques données pour information. Un cycle ventilatoire, donc ça correspond au temps inspiratoire plus le temps expiratoire. En respiration calme, c'est en moyenne 4 secondes, puisqu'on respire à peu près 15 fois par minute. C'est pour ça qu'en réanimation, il faut aussi ventiler à peu près 15 fois par minute. L'expiration, on a dit qu'elle était passive, donc forcément, elle va être plus lente que l'inspiration. Elle correspond à 2/3 de ce temps, et l'inspiration, elle, ne fait plus qu'1 tiers. La fréquence respiratoire, elle varie avec l'âge. De 12 à 16 fois par minute pour un adulte, elle peut aller jusqu'à 40 à 50 fois par minute pour un nouveau-né. Et à l'effort, ça peut augmenter jusqu'à 60 fois par minute, au maximum. En sachant que donc, en plus de l'âge, le sexe et la taille peuvent influencer cette fréquence. Ça a un intérêt surtout pour la ventilation en cas de réanimation. Quelques définitions aussi qui sont employées souvent. Donc l'apnée, comme vous le savez, c'est l'arrêt de la ventilation. La bradypnée, c'est un ralentissement de cette ventilation, volontaire ou pas. La polypnée, c'est la même chose que la tachypnée, c'est une ventilation rapide. Et la dyspnée, comme essoufflement, c'est une ventilation difficile. La circulation de l'appareil ventilatoire, donc elle est en fait de deux types. Il y a la petite circulation, comme on a vu quand on a traité la circulation dans son ensemble. Elle suit les bronches. L'artère pulmonaire se ramifie en artériole, en capillaire artériel, comme au niveau de la grande circulation, en restant accolé aux bronches bronchioles pour aller jusqu'aux alvéoles, au sac alvéolaire, aux alvéoles et les entourer comme dans un filet. Et la circulation de retour suit le chemin inverse, pour arriver jusqu'aux veines pulmonaires, dont on a vu qu'il y en avait 2 par poumon. Il y a à peu près 7 à 8 000 litres de sang qui passent dans cette circulation chaque jour, en moyenne, et chez un adulte de taille moyenne là aussi. C'est ce qu'on appelle la petite circulation. Mais par ailleurs, il y a une autre circulation qu'il ne faut pas oublier, celle qu'on appelle bronchique, parce que comme tous les autres organes, les poumons ont besoin d'être vascularisés. Et cette circulation-là, elle appartient à la grande circulation. Voilà, c'est ce qu'on retrouve ici. On a la circulation artérielle qui ramène ici du sang et la circulation de retour qui revient par le système veineux, comme d'habitude, le rouge et bleu. Et ici, la circulation pulmonaire, en fait, qui ici entoure chaque alvéole comme dans un réseau, comme dans un filet à mailles. Comme dans un filet. Alors comment ça marche? Comment c'est régulé toute cette affaire-là? Ce sont les centres respiratoires qui sont situés dans le bulbe, on l'a vu quand on a traité le système nerveux, dans le tronc cérébral, qui vont indiquer aux poumons, aux muscles thoraciques, aux muscles ventilatoires, s'ils doivent inspirer ou expirer. En fait, ces centres, ils envoient donc des informations par l'intermédiaire de neurones qui circulent dans la moelle et qui vont donc commander les muscles ventilatoires. Ça se fait de manière automatique. Cette activité, elle est rythmique. En fait, elle est automatique et permanente. C'est une chance. Par contre, il est quand même possible qu'elle soit modulée. D'une part, par la volonté. On peut très bien s'arrêter de respirer volontairement. On peut aussi accélérer sa ventilation volontairement. On peut augmenter son inspiration ou son expiration. Mais ils sont aussi sous la dépendance de l'influence des chémorécepteurs, dont on a déjà parlé aussi. Donc les chémorécepteurs qui sont sensibles aux variations chimiques du sang. Alors cette chémosensibilité, en fait, pour simplifier, ce qui nous intéresse surtout, c'est l'hypoxie, donc la chute de l'oxygène dans le sang ou l'augmentation du gaz carbonique qu'on appelle hypercapnie, qui vont entraîner une hyperventilation. De manière à permettre, en cas d'hypoxie, d'augmenter la pression alvéolaire en oxygène, ou en cas d'hypercapnie, de diminuer la pression alvéolaire en gaz carbonique, jusqu'à normalisation. C'est l'objectif. On retrouve la même chose à l'inverse en cas d'hyperoxie ou d'hypocapnie, qui vont entraîner donc une hypoventilation, de manière à augmenter le taux de la pression alvéolaire en gaz carbonique, de façon à normaliser un petit peu ce qui se passe dans le sang. Alors il y a une relation entre le pH et le gaz carbonique dans le sang.
À l'effort, en fait, il y a une modification des volumes à l'effort, puisqu'il va falloir amener plus d'oxygène au niveau des muscles qui vont travailler. Pour pouvoir obtenir cette modification, on va donc d'une part augmenter la fréquence respiratoire, la fréquence des muscles de contraction des muscles ventilatoires. Et puis pour améliorer les échanges, on va baisser un petit peu, on va augmenter donc l'amplitude des mouvements aux dépens de la CRF. Ce qui permet un renouvellement meilleur de l'air alvéolaire, mais qui entraîne une ventilation poumon légèrement gonflée. Et si ça dure trop, ça entraîne une augmentation de la fatigabilité des muscles ventilatoires. Je vous remercie de votre attention.